Donc moi je suis Guy Launois, donc je suis effectivement professeur de santé publique et d'épidémiologie à l'université de Caen et je dirige une équipe INSERM qui s'appelle Anticipe. Anticipe, c'est une unité qui réunit des chercheurs de disciplines différentes autour du cancer. Toutes nos recherches portent sur le cancer. Par contre, on essaye d'étudier le cancer avec toutes les approches possibles, de la biologie aux sciences sociales, y compris l'éthique, en passant donc par l'épidémiologie et la santé publique. Et notre équipe réunit actuellement entre 100 et 110 personnes, qu'elles soient chercheuses, enseignants-chercheurs, techniciens, ingénieurs, alors encore une fois autour du cancer, autour des différentes manières d'améliorer la prévention, le dépistage et le traitement des cancers. Tout va être une discussion autour de ce qu'on entend par déterminant, par environnement. Si on entend par environnement le sens classique d'environnement, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, ce que l'on mange, etc., l'étude qui a été faite récemment en France, mais qui a valeur aussi pour le reste du monde, montre que finalement ces facteurs environnementaux, la pollution, etc., si elles contribuent pour extrêmement peu à l'incidence des cancers. En matière de cancer, les facteurs qui restent majeurs dans le risque d'avoir un cancer, c'est encore des facteurs qui sont liés au comportement. Le tabac, l'alcool, l'alimentation, le fait de faire du sport, etc. Les facteurs comportementaux sont les premiers facteurs de risque de l'occurrence des cancers. Mais on peut s'arrêter là, on peut aller un peu plus loin. Et quand on va un peu plus loin, on voit assez rapidement que ces comportements ne sont pas innés, mais ils sont déterminés eux-mêmes. Ils sont déterminés par l'environnement des patients. L'environnement familial, l'environnement amical, l'environnement professionnel, l'environnement au sens large. Donc en fait, l'environnement social est parmi les environnements certainement l'environnement qui détermine le plus le risque de cancer. Et la façon dont l'environnement social va influer le risque de mourir d'un cancer va s'exprimer de manière différente sur le risque de cancer et sur le risque de mourir d'un cancer. Quand on parle du risque d'avoir un cancer, finalement, il existe des cancers qui sont plus fréquents chez les personnes défavorisées, mais aussi des cancers qui sont plus fréquents chez les personnes les plus favorisées. Bon, malgré tout, il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours nationalement un excès de risque de cancer chez les plus défavorisés, qu'on peut estimer à peu près à 15 000 nouveaux cas de cancer par an en France. Il y a en France chaque année 15 000 cas de cancer en excès chez les personnes les plus défavorisées. Mais finalement, là où s'exerce de manière la plus forte l'environnement, l'influence de l'environnement social, ce n'est pas tant sur le risque d'avoir un cancer, mais c'est sur le risque d'en guérir une fois qu'on a un cancer. Et là, on s'aperçoit avec les différentes études qui ont été faites que le risque de mourir d'un cancer quand on a un cancer est toujours plus fréquent dans les milieux les plus défavorisés, et ce, quelle que soit la localisation du cancer, que ce soit un cancer de l'œsophage, du foie, du sein, de l'intestin, etc. Pour caractériser correctement l'environnement social et le caractère défavorisé d'un environnement social, des épidémiologistes tout seuls ne peuvent pas créer le bon indice. Il faut forcément travailler de manière transdisciplinaire avec des géographes, avec des sociologues. Et c'est ce qu'on a fait. Et ce travail transdisciplinaire a abouti à la création de ce qu'on appelle un indice géographique qui nous permet de mesurer de manière quantitative et pertinente. Je dis pertinent parce que depuis cet indice a été validé dans de nombreuses études, françaises ou européennes. C'est un indice composite qui est créé à partir des données du recensement français et qui nous permet de mesurer la déprivation sociale pour des tout petites unités géographiques, qui équivaut à peu près à des quartiers en ville de 2000 habitants en moyenne. Donc on a comme ça fait un maillage du territoire français en attribuant à toutes ces petites unités géographiques une valeur quantitative de la déprivation. Et l'intérêt de cet indice aussi, c'est qu'il permet de mesurer l'environnement social de la même manière sur tout le territoire français, mais aussi sur tout le territoire européen,
parce qu'on a construit cet indice à partir de Eurostat, qui est l'institut européen qui fournit chaque année des renseignements statistiques donc, sur l'environnement social des individus qui habitent tous les pays d'Europe. L'indice mesure le fait de ne pas pouvoir accéder à ce qu'on appelle les besoins fondamentaux. Voilà. Les besoins fondamentaux, c'est ce qui définit le niveau de vie moyen d'une population. Donc, je ne peux pas développer ici le mode de construction, c'est un peu complexe, mais il intègre tous les éléments qui déterminent l'environnement social, que ce soit le capital financier, le capital culturel, le capital social. Il va intégrer des éléments objectifs de la pauvreté comme des éléments subjectifs de la pauvreté, se sentir pauvre. Voilà. Et au bout du compte, il va intégrer le fait que les revenus en eux-mêmes ne définissent pas à eux seuls l'environnement social. Selon qu'on habite tel ou tel endroit, on ne va pas avoir le même accès à différents services sociaux. On ne va pas avoir le même stress quotidien. Voilà. On n'a certainement pas le même sentiment de son environnement social quand on a un salaire équivalent, selon qu'on habite à Caen, par exemple, dans des quartiers comme les quartiers périphériques de Caen, ou si on habite en centre-ville. L'accès que l'on va avoir à différents services, que ce soit des cabinets médicaux, les dentistes, la pharmacie, le commissariat, le sentiment de sécurité qu'on peut avoir, l'environnement sonore, l'ambiance quotidienne est complètement différente selon le quartier dans lequel on habite. Et donc, si on a un salaire confortable, pour autant, ce n'est pas ce seul salaire qui va définir son environnement social, mais l'endroit où on habite importe beaucoup également. Comme on est un laboratoire qui travaille en Normandie, on s'est beaucoup intéressé au territoire normand, et donc on a pu effectivement cartographier ce qu'on appelle la déprivation sociale sur toute la région normande. Et puis aussi, on s'est aussi beaucoup intéressé à quelque chose qui détermine beaucoup l'état de santé, qui est la distance par rapport à un service de soins. Et on s'y est beaucoup intéressé, en particulier en matière de dépistage. Donc on a ces éléments factuels qui nous montrent que, en Normandie comme ailleurs, la survie des personnes qui ont un cancer est moins bonne dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers plus favorisés. Et on est allé plus loin dans l'explication des mécanismes, et ce qu'on a fait émerger, c'est que l'une des plus grandes raisons qui explique que la survie est moins bonne dans les quartiers défavorisés, c'est le fait de participer ou pas à un dépistage des cancers. Dépistage du cancer du sein, dépistage du cancer de l'intestin. Le sentiment que j'ai repose sur ma seule expérience dans le domaine des cancers, qui ne recouvre pas tous les problèmes de santé, bien sûr. Je pense que la Normandie n'est certainement pas en retard dans ce qu'on appelle un peu la recherche interventionnelle, et qui serait un peu la construction d'un espace où le plus possible il y aurait discussion avec les chercheurs et les décideurs politiques pour faire que la population bénéficie au plus des avancées de la connaissance en termes d'innovation. Et moi, les innovations dont je vous parle intègrent aussi des innovations donc, de l'organisation des soins. En médecine, depuis très longtemps maintenant, les médecins développent ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la recherche qui est fondée sur des preuves. C'est-à-dire qu'on donne un médicament non pas parce qu'on a l'expérience clinique qui nous laisse penser qu'il est bénéfique, mais parce qu'on a des arguments scientifiques fondés. Eh bien, de plus en plus, alors ça ne se fait pas tout seul bien sûr, mais c'est pour nous un enjeu majeur que de développer une santé publique basée sur des preuves. D'essayer de faire en sorte que les décisions en matière de santé ne se font pas non plus sur des sentiments, des impressions ou éventuellement la pression de certains lobbies, mais sur des faits scientifiquement fondés. Il nous semble que c'est certainement une des manières les plus intelligentes et durables de faire de la politique. En Normandie, on a, au travers, par exemple, de l'expérience qu'on va mettre en place du mobile, la preuve que les politiques sont tout à fait à l'écoute de ce genre de propositions. Alors, c'est jamais évident parce que c'est pas forcément intéressant pour un chercheur
de sortir de son laboratoire. Ce qui va faire que sa carrière se développe ne dépend pas forcément de l'efficacité finalement qu'il aura auprès des politiques. Ça dépend plus du nombre de publications qu'il aura fait et de l'avancée des connaissances. C'est bien normal. Voilà. Donc, c'est pas forcément l'intérêt du chercheur, c'est pas forcément non plus l'intérêt des politiques que d'intégrer au plus possible les expertises parce que c'est compliqué, etc. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel c'est compliqué d'avancer, mais moi je suis absolument persuadé que si on veut que les politiques s'installent de manière efficace et durable et que ça ne dépende pas non plus, encore une fois, de la pression de certains lobbies ou de certaines convictions politiques, mais qu'on ait des politiques qui soient au service de la population, voilà, il me semble que de fonder ces décisions sur des preuves est certainement une des voies les plus intéressantes et les plus efficaces pour la population à terme. Oui. Ce qui est apparu aussi assez rapidement dans les travaux qu'on a conduits, c'est que finalement, l'amélioration de la santé de la population ne dépend pas que de l'organisation des soins. Mais ça dépend d'organisation de la société qui est beaucoup plus large. L'urbanisme, la politique des transports, la politique de protection sociale, toutes ces politiques-là vont interférer beaucoup sur la santé. Et finalement, la santé, c'est un enjeu qui est intersectoriel.